Et on se retrouve pour la suite du chapitre sur l'immunité adaptative, chapitre 12, pour les premières spécialités SVT de l'année 2020. Donc l'immunité adaptative humorale médiée par les lymphocytes B qui deviennent des plasmocytes, on vient de la voir. On va avoir une deuxième modalité de cette immunité adaptative qui va utiliser les lymphocytes T8, lymphocytes CD8. Pour introduire cette immunité cytotoxique des lymphocytes T8, je vous propose de regarder l'expérience historique de Nick Nagel qui montre, à partir de culture de cellules nerveuses de souris infectées par un virus mortel, un virus non mortel mais pathogène, le LCM, qui provoque des méningites. Alors ça peut être mortel quand même, une méningite. Mais lorsqu'on met en culture ces cellules nerveuses infectées par un virus et qu'on les met au contact d'un clone de lymphocyte T, d'une souche de lymphocyte T, on peut avoir une lyse, une destruction de 90%, très importante, donc des cellules par l'intermédiaire de ces lymphocytes T. Si on laisse les cellules nerveuses de souris non infectées avec ces lymphocytes T, il ne se produit rien. Si on met des cellules nerveuses infectées par le virus et qu'on n'injecte rien, les cellules survivent, le temps qu'elles survivent. En revanche, si on met des cellules nerveuses de souris infectées par un virus voisin du LCM et qui n'est pas le LCM spécifiquement, on met le même clone de lymphocyte T et aucune cellule n'est détruite. Cette expérience montre qu'il y a une spécificité d'action des lymphocytes T8, en particulier, notamment dans la destruction des cellules infectées par des virus. Alors l'immunité adaptative à lymphocytes T8, médiée par les lymphocytes à récepteur CD8, les LT8, parfois on les appelle CD8 un petit peu par abus de langage. Ces lymphocytes T8 donc ont une action dirigée contre les cellules infectées par des virus ou les cellules tumorales. Là aussi, on a la même chose. On a une sélection clonale avec une cellule cette fois qui présente l'antigène. Donc c'est le grand chambellan là, qui amène la pantoufle de verre. Donc cette cellule qui présente l'antigène, cette CPA, issue d'un schéma que l'on a vu il y a peu de temps, c'est un macrophage qui est devenu une cellule dendritique, et sur ce macrophage devenu cellule dendritique, on a des protéines de CMH de classe 2 qui présentent l'antigène. Défilent évidemment des princesses lymphocytes T8. Ces princesses ont peut-être le récepteur T qui va être spécifique à cet antigène présenté. Si c'est le cas, activation clonale, amplification et différenciation en lymphocytes T cytotoxiques, LTC, qui vont être capables de détruire les cellules infectées. Alors évidemment, cela aussi, ça prend du temps. L'amplification, les signaux moléculaires d'activation, tout ça, ça prend du temps. Et si le virus est très virulent et rapidement virulent, eh bien l'immunité adaptative n'a pas le temps de se mettre en œuvre et finalement l'hôte du virus peut décéder. Alors qu'est-ce que c'est que cette action cytotoxique ? Globalement, c'est deux choses. La première, l'idéal, c'est provoquer l'autodestruction de la cellule infectée. Alors cette autodestruction, c'est elle-même qui va la réaliser, mais elle reçoit un message qui va activer le programme d'autodestruction. C'est la cascade des caspases qui déclenche le découpage régulier de l'ADN de la cellule et puis qui va aussi commencer à se découper elle-même en morceaux pour former ces espèces de petites boules qu'on appelle des corps apoptotiques. Si ça ne marche pas, si cette cellule infectée refuse de s'autodétruire, il faut passer à quelque chose d'un petit peu plus violent, la nécrose, où on va balancer une grosse dose là, de perforine. On en met un petit peu, ça permet de faire passer un message, on en met beaucoup, on va éclater la membrane. Alors c'est bien parce qu'on tue la cellule, c'est pas bien parce qu'on va avoir beaucoup de corps, de morceaux de cellules qui vont déclencher aussi de l'inflammation, des enzymes qui vont partir du cytoplasme. C'est pas bien, c'est un petit peu une solution, la nécrose, c'est un petit peu une solution d'urgence quand le reste n'a pas fonctionné.
Et puis, vous avez le rôle des lymphocytes T4 dans l'immunité adaptative. Alors, ce rôle, on peut le démontrer par plusieurs expériences. Les lymphocytes T CD4 sont la cible des rétrovirus VIH. Et évidemment, lorsque le taux de LT4 diminue, même si les autres cellules immunitaires sont en quantité suffisante, le système immunitaire arrête de fonctionner. Et les maladies opportunistes se développent. Alors, que font les lymphocytes T4 ? Ils sont sécréteurs d'interleukines, notamment d'interleukine 2, on le verra. Globalement, si on observe cette première expérience de Klaman sur une réaction qu'on peut observer sur les globules rouges, l'agglutination des globules rouges, lorsqu'on injecte sur des souris qui ont perdu leur thymus, une petite glande qui est une caserne de formation des lymphocytes très importante, et qui ont aussi perdu leur moelle osseuse parce qu'on les a irradiées. Toutes ces souris ici, les lots 1, 2 et 3, ont subi ce traitement brutal de retirer le thymus et d'irradier pour détruire les cellules souches sanguines. Lorsqu'on injecte des lymphocytes B, il ne se passe rien en termes de réaction immunitaire quelques semaines plus tard, après injection de globules rouges de mouton, c'est-à-dire quand on injecte un antigène connu, bah oui, un globule rouge de mouton, pour une souris, c'est un antigène. Pas d'agglutination. Quand on injecte des lymphocytes T, et que l'on injecte ensuite des globules rouges de mouton et qu'on attend une semaine, il n'y a pas d'agglutination, c'est-à-dire qu'on ne va pas réagir contre cet antigène, les globules rouges de mouton. En revanche, quand on injecte les deux en même temps, on a agglutination, ce qui signifie qu'on a, d'une certaine manière, réussi à activer les lymphocytes B pour qu'ils fabriquent des anticorps qui vont finalement accrocher les globules rouges de mouton. Sur un lot témoin, le lot 4, évidemment, on a bien l'agglutination. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par le lot témoin. Ça, c'est intéressant au terme de démarche. On a la nécessité de deux types de lymphocytes pour déclencher une réaction immunitaire d'agglutination avec sécrétion d'anticorps. Cette deuxième expérience ici, l'expérience de Marac, il y a beaucoup de femmes dans l'immuno, et des femmes très brillantes. Cette expérience-là est une expérience assez brillante qui, au début de la culture des cellules, a permis de comprendre beaucoup de choses. Lorsqu'on met des lymphocytes dans un milieu bien élaboré, un milieu adapté, avec des stimulants, et qu'on prélève ce liquide jaune qui est ici, et qu'on l'ajoute à des lymphocytes T ou à des lymphocytes B, eh bien, on observe une prolifération de ces cellules, et cette prolifération, elle est importante, les cellules se multiplient, ce qui signifie bien qu'il y a un signal d'activation fort à l'intérieur de ce liquide jaune. Ce qui signifie que des lymphocytes fabriquent des signaux d'activation pour la multiplication et éventuellement la différenciation. Vous savez peut-être qu'hélas, dans certains cas, ces signaux ne sont pas contrôlés, les lymphocytes deviennent fous, se multiplient de façon anarchique. C'est le cancer du sang, ce sont les lymphomes. Et ce sont donc des problèmes probablement de communication cellulaire de façon assez importante. Il y a des cancers qui sont causés par des infections virales, comme les lymphomes de Burkitt, ce sont des cas un petit peu particuliers, mais globalement, on a des mutations qui sont provoquées et qui vont faire que les cellules immunitaires ne réagissent pas comme elles devraient le faire. Communication entre lymphocytes par des molécules circulant dans le sérum, les interleukines, entre les leukines. Donc la suite et la fin de ce chapitre, de grand 1 sur le rôle central des lymphocytes T4, c'est ce schéma, avec ici un schéma bilan qui montre que le lymphocyte B va être activé par un antigène circulant présent dans le milieu, que les lymphocytes T, au contraire, eux, ont besoin d'être au contact avec la cellule présentant l'antigène, ça peut être le macrophage, ça peut être autre chose, et lorsqu'ils sont au contact de cette cellule, ils vont pouvoir éventuellement
communiquer un signal d'autodestruction. Alors là, c'est un macrophage qui n'est pas infecté, mais qui présente les antigènes pour la reconnaissance. Ici, l'activation avec le BCR, ici un autre schéma bilan, l'activation des lymphocytes B avec leur BCR avec un antigène intact, l'activation des lymphocytes T4, TCD4 se fait par le biais de CMH2 et de récepteurs CD4 et sur la TCR. Et ici, avec des signaux moléculaires qui sont échangés pour l'activation, ce sont des interleukines. Et ici, pour un lymphocyte T8, c'est la même chose. On a aussi des TCR, c'est-à-dire des T-cell receptors, c'est-à-dire des récepteurs T, et qui vont détecter un antigène présenté sur un CMH de classe 1 cette fois, et qui sont capables, donc sur n'importe quel CMH, alors CMH de classe 2, c'est simplement certaines cellules immunitaires, CMH de classe 1, c'est toutes les cellules de l'individu, qui sont capables de présenter des antigènes et de dire attention, je suis infecté par un virus, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, il faut que je reçoive un signal d'autodestruction. C'est un petit peu finaliste, j'en conviens. Bon geste barrière à tous, bonne santé à vous et à vos proches, bon courage à tous. On se retrouve très bientôt pour une vidéo concernant la correction du DTP que je vous ai proposé. Et puis pour quelques points de précision sur la suite de ce chapitre sur l'immunité adaptative. À très bientôt.